Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Ce soir, on va à nouveau parler d'urbanisme, d'architecture et d'utopie en s'intéressant aux 100 dernières années. On verra comment le design urbain et l'architecture ont évolué à différentes échelles qui vont de l'intérieur des maisons à des projets de quartier ou de ville. C'est un très vaste sujet, mais on va parler des grandes lignes et prendre quelques exemples. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'était le Bauhaus, l'architecture moderniste ou le brutalisme, vous allez trouver des réponses, notamment en examinant différents projets de villes du XXe siècle, des villes nouvelles, ce qui nous fera voyager de la France et de la Grande-Bretagne jusqu'au Brésil. En tout cas, ce qui illustre bien le XXe siècle, c'est que le vieux rêve de transformer ou d'améliorer les sociétés et la vie à travers l'architecture est plus présent que jamais. Mais il prend régulièrement des formes nouvelles qui reflètent les évolutions de la technologie, des matériaux, des styles de vie, voire des idéologies. Et tout ça, ça n'est pas juste théorique, une sorte de débat abstrait pour experts. Vous allez voir que ça a des implications directes sur notre vie quotidienne, pas seulement sur de grands bâtiments publics. Si votre lieu de vie, votre maison, votre appartement, a été construit depuis le XXe siècle, alors son intérieur, l'agencement des pièces, leur fonction, la circulation, tout ça a été influencé par ce dont on va parler. Cet épisode fait suite au premier sur les villes idéales et les utopies, qui s'arrêtait au XIXe siècle, mais vous pouvez l'appréhender sans avoir écouté le premier. On a beaucoup de choses à découvrir, mais pour le moment, tout ce que vous avez à faire, c'est vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux si vous préférez. Mais avant, ce serait sympa si vous pouviez vous abonner à cette émission, commenter, liker cet épisode. La grande majorité d'entre vous écoutent ou regardent les vidéos sur Spotify, et à mon sens, c'est l'option la plus confortable si vous avez un abonnement. Ça vous épargnera toute publicité, et le son est plutôt meilleur. Mais sans plus attendre, commençons. On reviendra un peu en arrière, mais comme point de départ, on va commencer avec une grande histoire. Une histoire qui continue à s'écrire aujourd'hui. Celle de ce qui est probablement le projet de planification urbaine le plus ambitieux jamais concrétisé. La ville de Brasilia. Aujourd'hui, Brasilia, c'est la 3e ville du Brésil, après São Paulo et Rio. Son aire urbaine dépasse les 4 millions d'habitants. C'est aussi une ville qui, à certains égards, est prospère. Une capitale politique, la capitale fédérale du Brésil. Et en même temps, elle est touchée par beaucoup des problèmes qu'on associe aux grandes villes. Les embouteillages, le crime, la pollution ou la ségrégation sociale. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a 70 ans, il n'y avait rien du tout là où s'étale Brasilia. Son site est à l'intérieur des terres, vers le centre-est du Brésil. Et Brasilia est surtout célèbre pour avoir été créée ex nihilo. C'est la concrétisation de plusieurs décennies de pensée urbanistique et de ce qu'on considérait comme la modernité dans les années 1950 et 1960. Donc se pencher sur la vision et les choix derrière ce projet, et ensuite sur ce qui s'y est passé après son inauguration, c'est s'intéresser aussi aux grandes tendances de l'architecture
ou de la sociologie urbaine au XXe siècle, et aux problèmes rencontrés par les villes au cours des dernières générations. La décision de construire Brasilia est prise dans les années 50, et c'est dans cette décennie que les premiers plans sont dessinés. Avant Brasilia, la capitale fédérale du Brésil, c'était Rio, depuis l'indépendance du pays. Vous savez qu'au XIXe siècle, les pays d'Amérique latine qui ont pris leur indépendance de l'Espagne et du Portugal commencent à forger des identités nationales plus définies. Ils s'installent dans leurs frontières, et ça n'est pas toujours pacifique. Il y a eu quelques guerres, des conflits territoriaux, et leur population progresse très vite, entre autres en attirant une immigration européenne importante. Comme les États-Unis, ils s'insèrent dans le commerce mondial. Mais malgré l'immigration, leur population reste encore assez restreinte par rapport à leur taille. Par exemple, en 1890, le Brésil a seulement 14 millions d'habitants. En 1900, 17 millions, contre plus de 200 millions aujourd'hui. D'ailleurs, à plus petite échelle, beaucoup de pays latino-américains vont connaître une explosion comparable au XXe siècle. Leur population va être multipliée par 10 ou 15 en quelques générations. En 1890, l'Argentine avait 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 46. Le Chili passe de 2,5 à 20. La Colombie de 4 à 53 millions. Et en même temps que la population progresse très vite, il y a une croissance économique, mais elle est heurtée, avec des phases de boom et de recul assez marquées, souvent déterminées par la situation internationale. Par exemple, il y a un boom spectaculaire jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. À cette époque, l'Argentine, par exemple, avait atteint un niveau de revenu par habitant du même ordre que celui de l'Europe de l'Ouest ou des États-Unis. Mais ensuite, dans les années 1920, quand les pays européens réduisent leurs achats, maintenant que la guerre est finie, et ensuite ça empire dans les années 30 avec la dépression mondiale, les économies d'Amérique latine plongent. Elles étaient, et en général elles restent encore aujourd'hui, assez dépendantes des exportations de matières premières. Donc elles ont tendance à répercuter les crises des pays plus industrialisés, et parfois elles les amplifient. Mais ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'aux années 1970, une nouvelle phase d'expansion rapide commence. Les revenus s'envolent, et beaucoup de ces pays en profitent pour se moderniser. Dans l'optimisme de cette époque, ils font le projet de se transformer en pays industrialisés, des pays du premier monde, dotés d'une grande base industrielle et d'infrastructures. Le Brésil reflète particulièrement bien cette histoire. Dans les années 1950 et 1960, donc une phase de boom, il est vu comme peut-être le pays le plus prometteur d'Amérique du Sud. L'économie croît très vite, la population explose, les villes comme São Paulo et Rio deviennent de très grandes métropoles, et on envisage même que le Brésil soit en train de devenir une grande puissance mondiale à terme. Mais une nouvelle fois, ça s'avère trop optimiste. Dans les années 1970, il y a un nouveau retournement qui s'aggrave dans les années 80. La classe moyenne, qui avait gagné de l'importance dans la population, retombe en partie dans la pauvreté. On appelle parfois les années 80 la décennie perdue pour les pays d'Amérique du Sud, parce qu'ils vont rester englués dans les problèmes économiques et financiers pendant longtemps, alors que les nouveaux modèles de développement à cette époque
deviennent des pays asiatiques, qui eux vont réussir à rattraper les pays les plus riches, comme la Corée du Sud, Taïwan ou Singapour. Mais dans les années 50, on n'en est pas encore là. Et le Brésil fait de grands projets pour préparer son entrée dans le club des grandes puissances. Il essaye aussi de répondre à un défi gigantesque qui est sa croissance démographique et la concentration de sa population dans les villes proches de la côte Est, proches de l'Atlantique. À cette époque, São Paulo et Rio grossissent incroyablement vite. Et elles font face à de grands problèmes de pauvreté. Les favelas se multiplient à vue d'œil par manque de logement. Le trafic automobile les congestionne déjà, et l'insécurité s'y aggrave. Donc le Brésil doit moderniser ses villes, construire sans répit, et aussi décentraliser, limiter la concentration de sa population sur une petite partie de son territoire. Brasilia, c'est une réponse à ces différents défis ou objectifs. Une nouvelle capitale, moderne, planifiée dès l'origine, et localisée dans une région plus centrale. Une capitale qui aiderait le Brésil à rentrer dans cette modernité qui est désirée, tout en la représentant. Ça doit être aussi une vitrine pour le pays. Ça faisait déjà un moment que circulait l'idée de déplacer la capitale ailleurs. À l'époque, elle est encore à Rio. Et finalement, sous l'impulsion d'un nouveau président, Juscelino Kubitschek, la décision est actée en 1956. La capitale sera déplacée, on va en construire une nouvelle, et le plan est sélectionné par un jury. Sélectionné entre plusieurs propositions. Celle qui l'emporte étant celle d'un architecte nommé Lúcio Costa, un élève de Le Corbusier. Le Corbusier, on va en parler plus tard. Ce plan pour une nouvelle ville est riche en ambition et en objectifs. Déjà, il faut que la nouvelle ville soit monumentale, assez spectaculaire. Elle va être la capitale d'une future grande puissance du XXe et du XXIe siècle, là où le centre des différents pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires et de l'administration, serait implanté. Ensuite, il faut que la ville fasse des choix pour ce qui est de son logement, parce qu'il va être planifié et qu'on a l'intention de faire de cette capitale un exemple, une vitrine ou un modèle de ce que doit être la société brésilienne. Ce ne sont pas des constructeurs privés qui vont décider des immeubles qu'ils veulent construire ou de à qui ils s'adressent. Donc il faut prendre un certain nombre de décisions. Notamment, est-ce qu'on va mélanger les classes sociales ou les séparer? Et enfin, il faut que la ville soit adaptée au style de vie moderne. C'est-à-dire non seulement évidemment des services comme l'eau courante, l'électricité ou les égouts, mais aussi les modes de transport et de consommation. Dans les années 1950, un grand sujet, c'est la croissance de la voiture individuelle. On projette qu'elle va se généraliser, et l'avenir donnera raison à cette vision. Donc il faut prévoir la ville pour ça. Le projet de Lúcio Costa répond à ce cahier des charges avec un plan de ville qui s'organise autour de 2 axes. Vu du ciel, ces 2 axes forment un plan qui ressemble à un oiseau aux ailes étendues ou à un avion. D'est en ouest, il y a un axe dit monumental, le long duquel prendront place les activités politiques et administratives. Et du nord au sud, un axe résidentiel, qui comprendra non seulement le logement, mais aussi toutes les fonctions nécessaires à la vie quotidienne, les commerces, les écoles, les églises ou les espaces verts.
Une source d'inspiration centrale derrière ce plan, c'est ce que je vous mentionnais à la fin de la première partie. L'analyse des activités humaines par fonction. Il y a le logement, le commerce, la production ou le travail, le transport. Et une grande question des urbanistes au XXe siècle, c'est de savoir s'il est souhaitable ou pas de définir des zones exclusives à ces fonctions. Est-ce qu'on les mélange ou est-ce qu'on les sépare? Ce type de question n'avait pas forcément une grande importance avant la révolution industrielle, parce que les villes étaient beaucoup plus petites et qu'il n'y avait pas de moyens de transport rapides. Donc, par nécessité, ces différentes fonctions se développaient assez proches les unes des autres. Et c'est cette proximité qui caractérisait le fait urbain. C'est-à-dire une ville, c'est ce qui est dense en population. Et c'est l'endroit où on trouve les différentes activités à proximité les unes des autres. Mais quand les villes passent de quelques milliers ou dizaines de milliers d'habitants à des millions, la question de l'espace et des distances entre les fonctions commence à se poser de façon plus pressante. Est-ce qu'on sépare de façon planifiée ou est-ce qu'on laisse les choses se faire de façon organique, avec le risque d'avoir une usine bruyante et polluante proche des logements? Ou au contraire, si on sépare strictement les fonctions, que les gens vivent trop loin de leur lieu de travail. Au XXe siècle, quand on se généralise les transports publics et la voiture, ça rebat complètement les cartes. Il devient possible d'imaginer que des gens vivent, fassent leurs courses et travaillent dans des lieux éloignés les uns des autres. Alors l'idée de séparer plus les activités paraît séduisante à l'époque, au moins théoriquement. L'industrie, on la veut, mais elle pollue. Elle n'est pas forcément esthétiquement très attractive. Donc l'idée de vivre loin d'elle a ses attraits. L'idée de concentrer le commerce dans des centres commerciaux séduit aussi. Parce que c'est pratique, ça donnerait accès à une plus grande variété au même endroit. Et mettre des commerces les uns à côté des autres, ça faciliterait aussi la transparence du marché, la comparaison, au bénéfice des consommateurs. Ceci dit, un problème sur lequel on va revenir, c'est que la séparation stricte des fonctions, ça implique beaucoup de déplacements obligatoires. Il va falloir passer plus de temps dans des transports, chaque fois qu'on travaille ou qu'on fait des courses. On verra qu'assez souvent, la stricte séparation des fonctions n'a pas été bien reçue par les habitants. Et beaucoup de transports, ça génère aussi des problèmes généraux, du trafic automobile, de la pollution, des problèmes sociaux, parce que des zones réservées au logement sans activité économique peuvent plus facilement se transformer en ghettos, entre guillemets. Des quartiers où sont relégués ceux qui n'ont pas d'autre choix, ce qui les fait entrer dans une spirale de problèmes. Ces quartiers sont déconsidérés parce que ceux qui peuvent les éviter le font. La pauvreté s'y concentre, et avec elle l'insécurité et une forme de stigmate social qui réduit les chances d'en sortir. Là aussi on y reviendra, mais c'est sans doute le plus grand problème social créé par l'expansion des villes à l'ère industrielle. Évidemment, les problèmes sociaux dépassent largement la question de l'urbanisme. Il y a aussi l'éducation, la façon dont fonctionne l'économie et la société, l'inclusion ou pas. Mais pour ce qui est de l'urbanisme et l'architecture, les grands complexes résidentiels, loin des emplois, et souvent aussi assez loin des commerces, ce qu'on a appelé des cités dortoirs, c'est un concept qui a été abandonné parce que ça a souvent mal tourné. On en verra des exemples. Mais pour en revenir à Brasilia, cet axe résidentiel du nord au sud est conçu avec 96 grandes zones
des blocs ou de gros pâtés de maisons, dans lesquels les immeubles seraient limités à 6 étages, plutôt 6 niveaux, 5 étages, plus 12 autres blocs avec une limite à 3 niveaux par immeuble. L'idée de Lucio Costa, c'est que chacun de ces blocs soit assez autonome. Chacun contient les services et les commerces de proximité nécessaires à la vie quotidienne, et ils doivent aussi être agréables à vivre. On va y planter de grands arbres, et on limite la hauteur, pour que la vie y soit à échelle humaine. Le plan de ces grands blocs se fonde sur un modèle à la mode à l'époque, qu'on appelle le plan de Radburn, d'après un projet du New Jersey, aux États-Unis. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous savez que la façon la plus habituelle de placer des logements, c'est avec une entrée qui donne sur la rue, sur l'axe de circulation, éventuellement avec des jardins devant et derrière, s'il s'agit de maisons. Mais ça vaut aussi pour les immeubles, et c'est le genre de plan qu'on trouve le plus souvent en Europe, que ce soit des banlieues pavillonnaires aux immeubles de centre-ville. Le plan Radburn, lui, il déplace les entrées des bâtiments. C'est-à-dire que de la rue ou de l'avenue part une allée ou une place perpendiculaire, une impasse, et les entrées des bâtiments sont tournées vers cette allée secondaire. Les bâtiments ne donnent plus directement sur l'axe de circulation. Cette idée de déplacer les entrées des logements, ça s'inspire de modèles plus anciens utilisés dans ce qu'on appelle les cités-jardins, en Angleterre, un sujet qui nous ramène au concept d'utopie urbaine, et qui nous ramène aussi aux années 1900. Au tournant du XXe siècle, apparaît un mouvement en Grande-Bretagne, inspiré par un certain Ebenezer Howard. Il était né dans une famille modeste, son père était boulanger. Mais grâce à ses études, il devient employé de bureau. Et dans sa vingtaine, il voyage aux États-Unis avant de rentrer en Angleterre. Il va rester employé toute sa vie, mais sur son temps libre, il participe à divers cercles utopistes. Il était familiarisé avec ces utopistes socialistes du début du XIXe siècle, dont on a parlé dans la première partie, comme Charles Fourier, et aussi familier avec ceux qui les avaient inspirés, comme Jean-Baptiste Gaudin. Et son hobby, ça devient d'imaginer des façons de combiner les meilleurs aspects de la vie en ville et à la campagne, les deux ayant leurs avantages et leurs inconvénients. Il rassemble ses idées dans un livre, le seul qu'il publiera jamais, intitulé « Les cités-jardins de demain ». Ouvrage qui remporte un certain succès. Il fait des émules, et apparaît ce mouvement des cités-jardins. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Le mouvement des cités-jardins défend une méthode de planification urbaine dans laquelle les zones peuplées sont entourées de ceintures vertes de végétation. Howard imagine une cité idéale pour à peu près 30 000 personnes, 32 000 précisément, qui vivraient dans un espace étendu de 24 km². C'est grand, ça implique une densité assez faible de 1300 personnes par km². Pour comparer, une ville comme Paris, c'est 19 000 par km², presque 15 fois plus. Et donc ces 32 000 personnes vivraient dans une ville nouvelle, avec un seul centre dont partiraient des boulevards et des parcs en étoiles. Et autour du centre se déploieraient les zones construites, concentriques, avec beaucoup d'espaces boisés. Quand une cité-jardin serait entièrement peuplée, on ne la laisserait pas grandir encore plus, on stopperait son développement pour en construire une autre à proximité. Et ces cités formeraient des réseaux, reliés entre elles par des routes et des chemins de fer,
chaque cité serait en grande partie autosuffisante en services publics et offrirait de l'espace, l'accès à la nature, un environnement sain, peu pollué, c'est-à-dire des avantages du milieu rural, avec d'autres de la vie urbaine. Les commerces, l'accès plus facile à l'éducation, plus d'opportunités pour socialiser, ou la connexion facile au réseau de transport à d'autres villes. L'intérêt suscité par ces propositions aboutit à la création d'une association, financée par des investisseurs et des philanthropes, qui entame la construction d'une première cité-jardin, un projet pilote, la ville de Letchworth, près de Londres. Letchworth, c'est une étape importante dans l'histoire de l'urbanisme, parce que déjà c'est la première cité-jardin, mais aussi une des premières villes nouvelles des temps modernes. Et cette expérience va être d'une certaine manière un succès, mais pas comme Howard l'avait imaginé. Un de ses buts, c'était d'offrir à la classe ouvrière les meilleures conditions de vie. Et en ce sens, il était un successeur de ces industriels paternalistes du XIXe siècle, dont on a parlé la dernière fois. Il voulait que la classe ouvrière vive mieux, améliore sa condition, mais à travers l'adoption d'un mode de vie et d'un environnement fabriqué pour elle, pas par elle. Ceci dit, Letchworth était un projet privé. Elle avait des investisseurs qui comptaient bien en tirer une certaine rentabilité. Et donc, au lieu d'être proposé comme un projet social pour la classe pauvre, laborieuse, leur public cible, ça va être la petite classe moyenne, composée de travailleurs qualifiés, qui sont les seuls capables d'acheter les maisons de la ville, trop chères pour des ouvriers sans patrimoine. Donc ça n'est pas vendu comme un projet pour riches, loin s'en faut, mais ça n'est pas non plus pour les couches les plus populaires. Et avec cette cible de population, ça va bien marcher. La ville se peuple et est perçue comme un succès, même si au final elle est très homogène socialement. C'est une ville de classe moyenne, modérément aisée. Comme Letchworth a fini par être assez éloigné de ses idéaux sociaux, Howard va investir son propre argent pour acheter du terrain en 1919 et créer une autre cité-jardin, Welwyn. Welwyn est encore plus proche de Londres, à 30 km du centre de Londres. Et cette proximité va être à la fois une bénédiction, une opportunité, et un problème pour le projet. Une bénédiction parce que la cité est assez proche des emplois et de l'attrait de la grande ville pour attirer des habitants. Mais ça va être aussi quelque chose qui va la détourner de son ambition initiale, parce qu'elle ne va jamais devenir réellement autonome, avec une intégration des logements, des commerces et des emplois, qui était l'idée d'origine. Elle se remplit, mais elle reste surtout une zone résidentielle, à la périphérie de Londres. Une cité dortoir, jolie, mais satellisée par la capitale. En tout cas, Letchworth et Welwyn existent toujours. Elles ont fini par être absorbées dans l'ère urbaine de Londres, et elles sont des sites remarquables dans l'histoire de la planification urbaine. Elles ont inspiré d'autres cités-jardins autour du monde. En Grande-Bretagne, pas tant que ça. Il n'y aura pas d'autres projets dans les années 20 et 30. Par contre, après la Deuxième Guerre mondiale, elles vont figurer parmi les sources d'inspiration des villes nouvelles, en Grande-Bretagne comme en France. Ça, on va y revenir avec quelques exemples. Donc les cités-jardins ont eu un certain succès, mais elles rencontrent aussi des critiques à leur époque et après. À leur époque, on leur reproche d'urbaniser de grands espaces. Comme elles sont peu denses, elles sont étendues.
Et même si on les végétalise avec des parcs et des ceintures vertes, ça reste une destruction de la nature. Elles occupent beaucoup d'espace pour la population qu'elles abritent. Cette critique s'amplifie dans la deuxième moitié du XXe siècle sous l'angle du gaspillage. La faible densité et le logement individuel, les maisons, ont tendance à augmenter la consommation de ressources, de chauffage, transport, l'eau, etc. Donc ça en ferait un modèle insoutenable pour l'environnement. Une critique qu'on retrouve pour toutes les banlieues très étendues et peu denses, des banlieues pavillonnaires en France jusque dans les grandes banlieues américaines. L'étalement urbain, ça pousse à la consommation de ressources, de temps, parce que ça implique des temps de transport importants et aussi d'espace. Et une autre critique urbanistique, ça va être justement ces accès aux maisons, qui ne sont pas directement orientés vers les axes de circulation. Les entrées et les sorties des logements se font face le long de ces impasses ou ces places rectangulaires qui partent de l'axe de circulation. Je vous en parlais parce que c'est justement ce type de plan, le plan Radburn, qu'on retrouve à Brasilia pour les blocs. L'idée d'origine, c'était que ça mettrait les entrées au calme et que ça faciliterait la convivialité entre voisins. Peut-être que ça a été parfois le cas, mais plus souvent ça a eu des effets assez néfastes. Les maisons se déconnectent de l'axe de circulation, même s'il est juste à côté, et il apparaît entre elles, devant leur porte, cet espace qui est mi-public, mi-privé. C'est de l'espace public, au sens où tout le monde y a accès, mais en pratique, les seuls qui l'utilisent sont les résidents. Donc de fait, il devient un peu privé. Il peut être accaparé, et il s'est avéré que ça pouvait vite former des mini-ghettos, des communautés séparées, dans lesquelles les visiteurs extérieurs, et aussi les forces de l'ordre, ne sont plus là pour contrôler l'ordre public. Ça a tendance à créer des mini-quartiers, et il ne faut pas grand-chose pour que cet espace intermédiaire soit mis sous contrôle par des bandes qui font à peu près ce qu'elles veulent. En tout cas, c'est souvent ce qui s'est passé, même si bien sûr on ne peut pas réduire ces problèmes à des choix d'urbanisme. Mais c'est pour ça que ces dernières décennies, on s'est plutôt éloigné de ce type de plan. Et que beaucoup de projets de rénovation des quartiers populaires construits de cette manière, dans le monde anglophone surtout, ont cherché à ramener l'entrée des logements sur les axes de circulation, sur les rues où transite tout le monde, pour éliminer les enclaves. Alors après cette parenthèse sur les cités-jardins, revenons-en justement à Brasilia, pour voir ce qui s'y est passé. Je vous disais au départ que Brasilia permettait d'ouvrir beaucoup de portes, et justement c'était l'une d'entre elles. On a vu que les zones résidentielles de Brasilia, dans son plan initial, formaient des blocs, des super-blocs, comprenant les services de base nécessaires à la vie quotidienne, sauf le travail, les emplois. À part créer des quartiers à une échelle plus humaine, l'objectif de ces blocs, c'était aussi de permettre la libre circulation de l'automobile. Un flux dont on s'attend à ce qu'il soit important dès le départ et qu'il augmente dans le futur. Le plan d'ensemble spécialise aussi d'autres zones. Au centre-ville, là où se croise l'axe nord-sud et l'axe est-ouest, on prévoit un secteur hôtelier, un secteur financier avec les banques et de distraction et culturel avec des théâtres, des cinémas et des restaurants. On ne va pas mettre un théâtre ou des salles de cinéma dans un bloc, alors que ce sont des lieux qui doivent convoquer largement au-delà de leurs voisins immédiats. Un avantage de ce plan, c'est qu'il anticipe déjà sur les flux de transport.
Partout où les gens auraient besoin de circuler, il y aurait déjà des avenues et des rues conçues pour l'automobile. Et tout le plan est bien connecté. Mais un désavantage, c'est aussi une certaine rigidité. Brasilia a été pensée comme la ville de l'automobile et comme la ville moderne par excellence. Elle reflétait ce qu'on pensait être, dans les années 50, le style de vie urbain du futur. Mais ce plan est aussi fait pour une certaine quantité d'habitants et un certain style de vie. Et comme on l'a vu avec des exemples précédents, l'adaptation au futur, à l'évolution, c'est toujours un défi pour des villes planifiées. Elles vont être difficiles à adapter. Et presque systématiquement, le futur et la façon dont les gens habitent ces villes divergent des projections initiales, ce qui crée des problèmes difficiles à résoudre. Et c'est ce qui va arriver à Brasilia. Le plan initial, le Plano Piloto, était conçu pour une ville d'à peu près 500 000 habitants. Mais dès le départ, la croissance démographique de Brasilia dépasse les prévisions. En un sens, elle est victime de son succès. En 1960, l'année officielle de sa fondation, alors que les travaux ont commencé quelques années avant, en 1956, donc en 1960, le district fédéral où elle est située avait 140 000 habitants. 10 ans plus tard, en 1970, il atteint les 500 000. Et ça continue à croître très vite. En 2010, la ville était à 2,5 millions. Et son agglomération, si on élargit à toute l'aire urbaine, est maintenant autour de 4 millions. Et ça continue à progresser de 2 ou 3% par an. Donc en quelques années, apparaissent déjà des cités satellites autour du Plano Piloto, le cœur de Brasilia. Des banlieues, dont la population et ses mouvements vont interférer avec ce qui avait été planifié. On avait prévu un usage intensif de l'automobile par 500 000 habitants. Et on a bien l'usage intensif, sauf qu'on compte les habitants par million, avec les conséquences que ça a sur les embouteillages. Dans une ville qui a été, ironiquement, conçue pour l'automobile. Mais même si elle a beaucoup de problèmes d'urbanisme et sociaux, la ville grandit, et elle grandit encore, ce qui veut bien dire qu'elle attire. Et par ailleurs, beaucoup de ses habitants s'y déclarent véritablement attachés. Et ça veut bien dire qu'elle a quand même certains atouts. Un argument négatif, une critique, qui lui est souvent adressée, c'est justement de ne pas donner l'impression d'être une ville, à cause du zonage, donc on se déplace beaucoup, et du fait que les axes pour l'automobile la découpent, séparent les espaces comme des îlots, au milieu d'une mer d'axes en béton, qui n'est pas praticable pour des piétons. L'urbanisme actuel, justement, définit l'expérience de la vie urbaine comme l'accès facile, le mélange des fonctions. Les logements près des commerces et des services, des infrastructures culturelles, qui fait qu'avec de courts déplacements, et souvent même à pied, on a accès à la plupart des choses dont on a besoin, boutiques, banques, écoles, distractions, etc. Mais Brasilia n'a jamais été conçue comme ça. Pour ainsi dire, on ne peut pas y marcher. Enfin, c'est possible, mais très incommode. On peut marcher à l'intérieur des blocs, mais dès qu'on veut en sortir, pour faire quoi que ce soit qui n'y est pas disponible, se promener est compliqué. Le zonage force une façon de vivre qui ne laisse pas beaucoup de liberté de mouvement aux habitants, paradoxalement. Le problème, c'est que le plan est rigide, on ne peut plus y faire grand-chose, du moins dans les quartiers du plan pilote. Et c'est pour ça que parfois Brasilia est décrit ou ressenti comme une sorte de campus géant, plus qu'une ville.
du moins sa partie d'origine, le plan pilote, qui aujourd'hui n'est plus en fait que le centre historique d'une ville bien plus étendue. Et le centre n'abrite qu'une minorité de la population. Si on considère ce qu'elle est devenue aujourd'hui, en fait, l'agglomération de Brasilia s'est normalisée en grandissant. Elle est devenue une ville moins originale, dont le centre, lui, est unique. Ce centre qui, initialement, devait être toute la ville. Mais le jugement porté sur cette ville dépend aussi du regard des gens et de comment ils se sont habitués à la ville. Pour quelqu'un qui vit en Europe ou à New York, Brasilia peut être très perturbante. Mais si on vient d'une grande ville avec plusieurs centres et beaucoup d'automobiles, comme Los Angeles ou Atlanta, elle est déjà plus familière. Une autre critique adressée au plan de Brasilia, c'est simplement d'être moins moderne qu'elle ne voulait l'être. En fait, on lui a reproché d'être une ville du passé qui aurait simplement fait de la place à l'automobile. Pourquoi cette critique d'être une ville du passé, alors que ce n'est pas l'impression qu'elle donne visuellement? Son architecture est clairement moderne, ou plutôt moderniste. On va parler de ce style. Mais ce qu'on lui reproche par là, c'est de rester attaché à une conception déjà ancienne de la ville, avec des monuments qui ponctuent des perspectives, de grandes avenues qui en imposent. C'est-à-dire qu'on est encore dans les grands axes qui ont défini des villes comme Paris, Washington ou Saint-Pétersbourg, qui elles-mêmes au XVIIIe et au XIXe siècle cultivaient une inspiration tirée de la grande ville antique, notamment Rome, dans laquelle les perspectives et les monuments composent des scènes, des tableaux. Ça en jette, mais en quoi ce serait novateur au XXe siècle de refaire ça avec simplement un style d'architecture plus contemporain? Donc une critique du Brasilia qui apparaît vite, c'est que son plan pilote, son centre, serait trop artificiel, trop froid, trop inhumain, trop monumental, pour permettre l'épanouissement d'autres objectifs de la ville, comme rendre la vie en société plus harmonieuse, plus pratique ou plus conviviale. Et c'est vrai que Brasilia avait plusieurs objectifs à la fois, peut-être en conflit les uns avec les autres. Est-ce qu'une capitale monumentale est le bon endroit pour aussi y déployer un idéal de vie sociale? En tout cas, parmi ces objectifs, un qui n'a pas été atteint, c'était l'ambition d'une mixité sociale, de mélanger les classes sociales dans les blocs résidentiels. Alors que la ville grandissait, à partir des années 70, les plus pauvres se mettent à quitter le plan pilote pour aller vivre dans les villes satellites, dans la banlieue. Villes satellites qui vont ensuite être absorbées par la ville parce qu'elles s'étendent de plus en plus. Ceux qui restent dans le plan pilote, ce sont plutôt des classes moyennes supérieures, pas seulement, mais en moyenne, si bien qu'une ségrégation fondée sur la richesse se remet spontanément en place. Un phénomène qui est observé dans toutes les grandes villes du monde, mais poussé souvent à l'extrême en Amérique latine. Consciemment ou pas, les différentes classes sociales mettent en place des mécanismes de séparation des autres classes, notamment des classes plus modestes, mais elles peuvent aussi chercher à s'éloigner des plus riches. Cette volonté de séparation, symbolique, mais aussi physique, spatiale, on en entend souvent parler à propos des classes les plus privilégiées, les plus fortunées. Et c'est vrai, mais c'est plus transversal que ça. Les classes moyennes dépensent aussi beaucoup d'énergie à se distancier, à définir des limites symboliques et, si possible, physiques du groupe auquel elles se voient appartenir. Peut-être qu'on reparlera une autre fois d'imaginaire social et de ces mécanismes de séparation à l'intérieur de la société. Mais en tout cas, l'exemple de Brasilia semble montrer qu'il est très difficile de décréter la mixité sociale, ou de la favoriser par le seul urbanisme.
parce que les différents groupes sociaux, définis pas seulement par des critères économiques, ils sont aussi culturels ou symboliques, ont tendance à se définir par leurs limites et à chercher une certaine séparation des autres. Même dans des systèmes très collectivistes comme ceux des anciens pays communistes, où pourtant le logement et le lieu de vie étaient souvent décidés par d'autres, par l'État, des formes de séparation au moins symboliques, mais souvent aussi spatiales, des logiques de classe, entre guillemets, réussissaient à réapparaître, alors qu'officiellement les classes avaient été abolies. Et là aussi on touche à un problème pour les utopies, au moins les utopies sociales égalitaristes. Donc Brasilia, on est revenu assez vite à une ségrégation sociale typique de la ville brésilienne, ce qu'on pourrait interpréter comme un échec de son projet social. Mais d'un autre côté, elle a eu du succès pour une ville nouvelle. La greffe d'une ville, au milieu de nulle part, aurait pu ne pas prendre, et elle se serait vidée. Mais c'est tout le contraire. Elle attire, et elle bénéficie d'une certaine prospérité. Évidemment, la présence du gouvernement et du Parlement entraîne la présence d'emplois qualifiés et assez bien payés. Mais ça va largement au-delà. Elle est aussi devenue un vrai centre économique, et d'ailleurs aujourd'hui c'est la ville brésilienne qui a le PIB par habitant le plus élevé, devant une métropole industrielle et financière comme São Paulo, qui est bien plus peuplée. Il y a ce reproche d'une architecture froide, mais beaucoup de visiteurs et d'habitants apprécient cette esthétique assez insolite, la cohésion architecturale du centre, l'abondance de grands espaces avec des esplanades. Et en plus, l'architecture de Brasilia a maintenant plus de 60 ans. C'est-à-dire que peu à peu, elle se transforme en une ville historique aussi. Le reflet d'une époque, des grands rêves qu'on y a faits. Et ça lui donne une épaisseur supplémentaire, un pouvoir d'évocation. Donc sans doute, c'est une ville qui a une âme, même si elle est encore récente. Et elle produit un attachement chez beaucoup de ses habitants. L'architecture la plus frappante à Brasilia, c'est celle de ses monuments et de leur architecture moderniste. Il y a sa cathédrale qui ressemble à une sorte de vaisseau spatial ou à une fleur géante, avec 16 colonnes incurvées qui se rapprochent dans la section supérieure du bâtiment, avant de s'éloigner à nouveau. Il y a le palais présidentiel, entièrement en béton et en verre. Le premier niveau, le rez-de-chaussée, sert de lieu de réception, et l'étage est résidentiel. Un autre bâtiment célèbre, c'est le Congrès national, le Parlement. Tous ces bâtiments sont l'œuvre d'un même architecte, Oscar Niemeyer, et ils reflètent une tendance ou un mouvement majeur du XXe siècle, ce qu'on appelle le modernisme ou l'architecture moderniste. Alors parlons-en parce que même si le modernisme est un mouvement du passé qui a évolué, il a l'air un peu rétro aujourd'hui, et il a reçu beaucoup de critiques, mais il a encore une grande influence sur les styles actuels, même quand ces styles le rejettent. En plus, c'est un type d'architecture avec lequel vous êtes très probablement familiarisé, parce qu'il a été énormément utilisé dans le monde entier, pour construire des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, des administrations, des aéroports. Alors qu'est-ce que c'est exactement que le modernisme et pourquoi c'est intéressant? Le modernisme en architecture, ça n'est pas vraiment un style qu'on pourrait codifier et dater précisément. C'est plutôt un mouvement qui a résulté de la rencontre de deux choses. Déjà un ensemble d'idées qu'on va passer en revue, et ensuite de nouvelles techniques et matériaux de construction.
Alors déjà, quelles idées? Tout ce processus de réflexion sur l'urbanisme qui s'enclenche au XIXe siècle, dont on a parlé dans la première partie, je vous avais dit que le terme d'urbanisme avait été forgé à la fin du XIXe siècle, et en particulier cette distinction entre les fonctions, le logement, la fonction résidentielle, et des fonctions économiques, le travail, la production, les échanges avec le commerce et les services. Ces fonctions qui existent depuis longtemps, évidemment, mais qui se sont transformées avec la révolution industrielle. Elles ont été théorisées. Elles ne sont plus seulement quelque chose qu'on observe, mais elles deviennent quelque chose qu'on va essayer de piloter ou d'organiser. Et cette théorisation des fonctions influence l'architecture. Émerge l'idée que la fonction d'un bâtiment ou d'une zone urbanisée devrait en dicter la forme, en définir la forme parce que ce serait plus productif, plus pratique ou plus chargé de sens. Une autre idée importante qui a gagné du terrain au XXe siècle et va donner forme au modernisme, c'est le goût de la simplicité, d'un certain minimalisme. Et ce goût, en partie, c'est une réaction à l'architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, on aime bien l'opulence, le style le plus prisé pour les bâtiments publics et les monuments, c'est ce qu'on appelle le style Beaux-Arts. Et si une ville a été influencée par lui dans le monde, c'est sans doute Paris. Le Petit Palais ou le Grand Palais, par exemple, sont en pur style Beaux-Arts. Mais à cette époque, beaucoup de grandes villes dans le monde construisent des bibliothèques, des musées, des palais de justice dans ce style, qui est un style composite, très ornementé, qui mélange le néoclassique avec le baroque. Il y a beaucoup de colonnes, beaucoup de statues et de détails. Et parfois on s'inspire d'autres styles anciens, néo-byzantins, néo-gothiques, néo-romans. Il y a beaucoup de néo à cette époque. L'Opéra de Paris, celui construit sous Napoléon III, ou le palais de justice de Bruxelles, qui ressemble à une sorte de palais babylonien avec des influences baroques. Ce type de bâtiment, c'est typique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce style décoratif n'est pas forcément très novateur. On recycle des langages architecturaux anciens pour faire de la décoration essentiellement. De la décoration sur des bâtiments qui, eux, sont modernes à l'époque de leur construction. Les armatures sont en fer, et pour les derniers de la période Beaux-Arts, on utilise même le béton armé. Je ne vais pas critiquer leur esthétique, parce que même si c'est très chargé, pas forcément très inventif, et qu'on pourrait dire que ça donne des bâtiments assez kitsch, personnellement je les trouve très beaux. Ils m'ont impressionné et fait rêver quand j'étais petit, donc je peux pas faire autrement que de les trouver attirants. Mais c'est vrai que c'est un peu de la pâtisserie en pierre ou en stuc. Beaucoup de monde, y compris à l'époque de leur construction, trouve que c'est un style assez pompeux. Et c'est vrai que c'est du recyclage ou du pastiche de style ancien. Donc c'est spectaculaire, très opulent, mais ça laisse aussi un sentiment d'impasse ou de manque d'innovation. Quelque part, c'est un style un peu nostalgique. Au début du XXe siècle, le style Beaux-Arts est déjà en retrait, parce qu'on s'est lassé de bâtiments qui ressemblent un peu à des pièces montées, et ça va ouvrir la voie à une recherche d'architecture et d'art décoratif qui soit plus épurée, qui s'éloigne de l'ornementation extrême. Et ce souci de retour à une simplicité, ça fait partie des conditions qui donnent naissance à un précurseur du modernisme dans les années 20 et 30, qui est le style Art déco, typique des années 30. L'architecture Art déco a des lignes claires,
moins d'ornements. Et quand il y en a, ils sont souvent à base de formes géométriques. Comme exemple, on peut citer le centre Rockefeller à New York, ou le palais de Chaillot au Trocadéro à Paris, qui représente bien ce style. À certains égards, c'est un retour à des règles du style néoclassique, mais épuré. On en reprend le goût pour la symétrie parfaite et la grande échelle, c'est imposant. D'ailleurs, les régimes totalitaires à l'époque, communistes ou fascistes, vont souvent adopter ce style pour certains bâtiments publics. Et après les années 30, le goût du minimalisme ou de la modération ne va pas s'arrêter là. Il s'amplifie après la Deuxième Guerre mondiale et il va beaucoup influencer l'architecture des années 50 et 60. Donc les idées qu'on va retrouver dans le modernisme, c'est la simplicité, peu ou pas du tout d'ornement, une approche avant tout utilitaire des bâtiments. Ils n'auraient pas à représenter plus que ce à quoi ils sont destinés, et l'idée que leur fonction doit déterminer leur forme, extérieure et intérieure. Ces idées se rassemblent alors que de nouveaux matériaux de construction apparaissent, ou plutôt la généralisation de matériaux qui sont devenus plus abordables, moins chers et disponibles en très grande quantité. Des matériaux comme le verre, qui est devenu très bon marché, l'acier, le béton armé, qui permettent d'envisager des hauteurs inédites ou des formes inédites. L'architecture moderniste va aussi inventer de nouvelles façons de construire, qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, des bâtiments très hauts, à la structure entièrement métallique, qu'on pourra habiller avec du verre ou du ciment, voire de la pierre, ou des constructions modulaires. Donc vous voyez que le modernisme, c'est plutôt un ensemble de principes et de pratiques, plutôt qu'un style proprement dit. Il va pouvoir s'exprimer et il va être influencé par différents architectes du XXe siècle qui vont triompher dans l'après-guerre, en gros au cours des années 50 et 60 jusqu'aux années 70. Dans les années 50, il devient un peu l'incarnation de la modernité, avec des formes de bâtiments nouvelles, qui vont des maisons aux grands immeubles, toujours dans un style assez minimaliste, et qui donne de l'importance aux espaces intérieurs et à la lumière. Parce que le mouvement moderniste ne va pas se limiter seulement à l'architecture extérieure, à l'apparence des bâtiments. Il accorde beaucoup d'attention à l'intérieur, des pièces et leurs fonctions, jusqu'aux meubles et aux appareils qu'on trouve dans les foyers ou les bureaux. Une grande influence à cet égard, un précurseur du modernisme, c'est le Bauhaus, fondé en 1919. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Bauhaus en allemand, littéralement la maison de la construction, c'était une école d'art fondée par un architecte allemand, Walter Gropius. L'ambition de Gropius, c'est de créer un meilleur mode de vie, une meilleure société, en faisant se rencontrer les arts, le design et l'architecture, pour créer une nouvelle forme d'art, une nouvelle discipline, si on veut. L'art de l'espace dans lequel on vit. Vous voyez qu'on est au cœur de notre sujet, l'utopie à travers l'architecture. Tout ça a quand même l'air un peu conceptuel, mais en fait, le Bauhaus est très concret. L'école se donne comme mission de concevoir et fabriquer des espaces d'habitation ou de travail qui soient plus agréables, plus fonctionnels, plus sains, plus rationnels, susceptibles de produire une société plus harmonieuse et plus juste. Les bâtiments, les pièces et les objets doivent être beaux, simples, commodes, et aussi ils doivent pouvoir être produits en masse par l'industrie, pour ne pas être confinés à un tout petit nombre de privilégiés.
Au cours de son existence, le Bauhaus a produit beaucoup de designs, parfois des bâtiments entiers, plus souvent des plans d'architecture intérieure, et aussi des objets, depuis des chaises et des tables jusqu'à des armoires. Et il a aussi développé toute une variété de designs graphiques et de police de caractère, toujours avec cette idée d'en rester à des lignes simples, pures, et des matériaux abordables. Il ferme en 1933, quand les nazis s'emparent du pouvoir en Allemagne, après seulement 14 ans. Mais 14 ans pendant lesquels il a produit beaucoup de concepts, de design, toute une esthétique qui va beaucoup influencer le modernisme en architecture et le design au XXe siècle. Et ça nous ramène une nouvelle fois à Brasilia. Le modernisme n'y est pas confiné aux grands bâtiments publics, il s'étale aussi dans les blocs résidentiels. Parce qu'au moment où le modernisme prend son essor et est de plus en plus accepté, au moins par ceux qui décident des constructions, le monde a un besoin plus urgent que jamais de logements rapides à construire et à prix abordable. Il y a eu les destructions de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, au Japon. La population croît rapidement, et elle se concentre dans les villes. Donc il faut produire des logements en masse. C'est une réalité qui a été un peu oubliée aujourd'hui, mais dans les années 50, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, il y a beaucoup de bidonvilles. Une réalité qui continue encore dans les années 60. Donc la crise du logement est aiguë. À peu près à l'époque où Brasilia se construit, l'Europe de l'Ouest applique des programmes de construction très ambitieux qui vont contribuer à changer largement la physionomie des zones urbaines. Et là, les idées et les plans élaborés dans les années 30 et 40 par des architectes sont disponibles. Ils ne vont pas être systématiquement appliqués tels quels, mais ils vont être très influents. Et parmi ces figures d'architectes, la plus célèbre, c'est sans doute Le Corbusier, un architecte franco-suisse qui est une figure de proue du modernisme. Le Corbusier était déjà un architecte expérimenté dans les années 50, et dans l'après-guerre, il va signer des bâtiments emblématiques autour du monde. En 1930, il avait produit un projet appelé la Ville radieuse, qui n'a jamais été construit, mais dont les idées vont avoir une grande influence, et aussi générer des controverses. Ces idées ont influencé le plan de Brasilia. Pendant presque toute sa vie, Le Corbusier a pensé et tenté de mettre en forme ce concept de ville idéale. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas parler de lui. La ville radieuse, ça aurait été une longue ligne de bâtiments, avec un zonage strict, la séparation des fonctions, et des immeubles de grande hauteur, entourés de végétation, et tous placés sur un unique axe central, servant au transport, une sorte d'autoroute très large, permettant de se déplacer directement entre les grandes tours. Brasilia a pris la décision de limiter la hauteur des immeubles d'habitation, mais son concept de base reprend en fait la même idée. Des blocs d'habitation, denses, et des axes de transport à gros débit qui les relient. Une critique de Le Corbusier et du modernisme qui apparaît vite, c'est l'échelle très grande, donc peut-être pas très humaine, et la froideur de leurs propositions. C'est vrai que conceptuellement c'est très pensé, ça peut être esthétique, c'est rationnel, hygiénique, mais souvent les gens appelés à vivre dans des environnements entièrement modernistes n'y ont pas réagi très positivement. Soit qu'ils les aient jugés finalement pas si pratiques, produisant plutôt de la désorientation, soit qu'ils les aient jugés trop froids, ne donnant pas le sentiment de vivre dans un foyer protecteur et familier.
En d'autres termes, ce sont des environnements conçus pour améliorer la vie, mais dans lesquels l'individu est peut-être mal à l'aise, comme s'il était niais, souvent comme dans un modèle de fourmilière, ou à trop faire d'utilitarisme et à tout prévoir, à ramener l'existence à une liste de besoins, on la vidait un peu de sa substance, en quelque sorte. Ce qui n'a pas aidé et peut-être contribué à ce sentiment, c'est que beaucoup de pays communistes, notamment l'URSS, vont embrasser le modernisme pour s'urbaniser et construire des zones urbaines très similaires les unes aux autres, qui peuvent paraître assez déshumanisantes. Et c'est vrai que le plus souvent, les bâtiments de Le Corbusier sont loués pour leurs innovations et leur esthétique générale. Mais comme lieu d'habitation, ça ne va jamais vraiment se passer comme prévu. Assez souvent, les habitants vont se les approprier, parfois les apprécier, mais jamais vraiment y vivre comme prévu à l'origine. Et il y a aussi beaucoup d'habitants qui vont en partir parce qu'ils ne s'y font pas. Le design de logement collectif le plus célèbre de Le Corbusier, c'est ce qui s'appelle l'unité d'habitation, un modèle d'immeuble qui va être reproduit à différents endroits. Il y en a eu 5 construits en France et une en Allemagne. La plus célèbre unité d'habitation, c'est celle de Marseille, plus connue sous le nom de Cité radieuse. À ne pas confondre avec la ville radieuse, dont je vous ai parlé avant. La ville radieuse de Le Corbusier, c'était ce plan urbain de 1930, jamais construit. La Cité radieuse, c'est le nom donné à son unité d'habitation à Marseille. Donc elle est construite entre 1947 et 1952, et elle comporte 337 appartements sur 12 niveaux. Des appartements qui sont tous en duplex. Le concept de l'unité d'habitation, c'est de faire une petite ville ou un village condensé dans un bâtiment. Elle est conçue avec une galerie intérieure qui contient des boutiques. Il y a des chambres pour les invités des habitants, parce que les appartements ne sont pas assez grands pour avoir une chambre d'amis, et ce serait sous-optimal d'avoir une chambre d'amis dans chaque appartement, qui ne sert que de temps en temps. Donc Le Corbusier imagine d'avoir des chambres que les résidents peuvent réserver pour leurs invités, comme une sorte d'hôtel coopératif qui fournit ce service aux habitants de l'unité d'habitation. Il y a aussi une terrasse commune sur le toit, une bibliothèque, une salle polyvalente pour des réunions ou des fêtes, et tout ça doit être géré par les habitants. Ce type de service commun, c'est ce qu'on retrouve dans certaines résidences modernes, mais c'était il y a 70 ans, et à l'époque le concept est novateur, surtout pour un projet qui était du logement social en location. Les habitants n'étaient pas propriétaires de leur logement. Les appartements étaient lumineux, entièrement meublés, et presque tous identiques, avec des variations de taille, mais toujours construits sur des modules qu'on fait pivoter et s'emboîter. Même si peu d'unités d'habitation ont été construites, en général, le type de vie communautaire qui avait été envisagé n'a pas vraiment marché. L'implantation de magasins n'a pas pris, et les habitants sont restés plus tournés vers l'extérieur de leur résidence que ce qu'on avait pensé. Mais le design de l'unité d'habitation a eu une grande influence, ça n'est pas à sous-estimer. Si vous vivez dans un grand immeuble d'appartements construit dans les années 60 ou après, le plan de votre appartement ou les services de la résidence ont été sans doute en partie influencés par ce modèle. L'unité qui a été la plus acceptée, la plus appropriée par ses habitants, c'est probablement celle de Marseille. Mais elle n'est plus du logement social. L'immeuble s'est en partie gentrifié et il appartient à des résidents privés, issus plutôt des classes moyennes et supérieures,
qui sont très conscients de la portée historique du bâtiment et qui viennent y chercher un mode de vie un peu différent. Les chambres pour invités ont été transformées en un hôtel classique. Les autres unités, en France, ou celles en Allemagne, à Berlin, ont eu du mal à fidéliser leurs occupants. Beaucoup ont voulu partir. Mais ces unités d'habitation restent des témoignages, si ce n'est de l'utopie en architecture, du moins d'une recherche très poussée pour changer le mode de vie. Un autre aspect de l'unité d'habitation, c'est que c'est une des premières manifestations d'une tendance dans l'architecture moderniste, qu'on a appelée le brutalisme. Le terme brutalisme, qui paraît un peu sinistre, ça ne vient pas de brutal, mais de brut, sous-entendu le plus souvent béton brut. Dans les années 50 commence cette tendance à rejeter l'artifice qui consiste à peindre ou à mettre un plaquage sur des murs en béton pour les faire ressembler à ce qu'ils ne sont pas. Les bâtiments brutalistes sont une forme peut-être plus radicale de modernisme. Donc pas d'artifice, pas de décoration, zéro, et des formes très géométriques. Ça a parfois été utilisé pour des logements, mais le plus souvent le brutalisme est resté confiné à des bâtiments publics, comme des administrations ou des bibliothèques. Encore plus que le modernisme, le brutalisme est polarisant. Ces critiques le trouvent froid et hostile. Un autre problème, c'est aussi que le béton brut exposé aux éléments vieillit assez mal, si bien que parfois le brutalisme est associé à la décadence urbaine, à la dégradation des bâtiments. Mais il y a des ensembles brutalistes qui ont marqué et qui ont une esthétique vraiment singulière, et qui sont sans doute dignes d'être visités et conservés. Par exemple, le Barbican Estate à Londres. C'est un complexe, un domaine résidentiel en plein centre de Londres, construit dans les années 60, avec différentes tours d'habitation et des infrastructures culturelles. Et autre caractéristique notable, là aussi typique des années 60, il relève d'un urbanisme qui élimine les rues, ou plutôt qui sépare le trafic à pied, qui se retrouve placé en hauteur sur une dalle, et les voitures, qui circulent sous la dalle. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme sur dalle, un autre concept qui n'a pas toujours bien vieilli, et dont peut-être le meilleur exemple au monde, c'est le quartier de la Défense à Paris. Tout le trafic de voitures, métro, train, passe autour ou en dessous d'une gigantesque dalle sur laquelle se déplacent les piétons. Donc soit on arrive dans les tours par le sous-sol, à travers des parkings, ou la station de métro de la Défense, soit on marche sur la dalle, entre les bâtiments. Mais une fois à l'air libre, c'est un environnement sans rue et sans voiture, qui peut produire une certaine désorientation. La Défense garde dans sa structure d'urbanisme sur dalle cette trace de ses origines, dans les années 1960. Mais le Barbican, ou la Défense, ou Brasilia, sont loin d'être les seules créations de l'urbanisme de cette époque. On va aussi construire beaucoup de villes nouvelles, et même si ça n'est pas l'aspect le plus connu, en particulier dans les pays communistes. En URSS et en Europe de l'Est, les besoins de logement sont immenses. D'ailleurs, ils ne sont jamais vraiment réglés. Encore dans les années 80, à la chute de l'URSS, les logements modernes manquaient encore. Mais à l'ouest aussi, ça construit. Déjà en Grande-Bretagne, le sud de l'Angleterre s'urbanise intensément autour de Londres et dans des parties du pays plutôt rurales historiquement, comme l'Essex. C'est aussi dans les années 60 qu'on lance des villes nouvelles en France.
Tous ces projets vont hériter des réflexions et des concepts dont on a déjà parlé. La distinction des fonctions, la réflexion sur la mixité sociale, qui est vue comme désirable, mais compliquée aussi, parce que concrètement les gens la fuient souvent, et ça renvoie à une question plus vaste. Comment concilier des libertés individuelles avec des besoins ou des objectifs collectifs? Des questions qui restent d'actualité dans les villes en expansion rapide, par exemple en Chine, ou dans les projets de rénovation urbaine. Toujours est-il que dans les années 70, le mouvement moderniste s'essouffle. Déjà l'effet de mode est passé. Ensuite, souvent, il y a eu des résultats un peu mitigés, surtout la distance entre les idéaux de certains architectes modernistes, réinventer la vie et la société, et la réalité. C'est-à-dire que non, même si les bâtiments modernistes ont apporté des choses, la société n'en a pas été profondément modifiée. En tout cas, il y a une lassitude vis-à-vis du modernisme et du brutalisme qui, une nouvelle fois, ravive la question de ce qui pourrait être inventé. Et un mouvement va émerger, né justement en réaction au modernisme, ce qu'on appelle le post-modernisme. Ça commence dans les années 60, donc une période où les bâtiments modernistes sortent de terre en grand nombre, et le post-modernisme naît avant tout comme rejet de ce que certains considèrent comme des défauts du modernisme. L'austérité, le manque de variété ou de fantaisie, ou encore la déconnexion des bâtiments modernistes avec leur environnement. C'est-à-dire que souvent des architectes modernistes ont fait l'effort d'intégrer leur création dans des paysages, de prendre l'environnement en compte, mais pas toujours. Et dans des villes historiques, généralement, le bâtiment moderniste apparaît coupé de la ville. Son style n'a rien à voir. Il serait identique à n'importe quel autre endroit. Donc on lui reproche de manquer d'âme ou de spécificité. Et c'est vrai que les bâtiments modernistes, surtout dans ce style international très minimaliste, comme celui de Le Corbusier ou Oscar Niemeyer à Brasilia, ces bâtiments ne paraissent pas appartenir à une culture ou une tradition en particulier. À part des bâtiments emblématiques, comme l'Opéra de Sydney par exemple, quand on les voit, on ne sait pas d'où ils sont, à quelle culture ou à quelle histoire ils se rattachent. Le postmodernisme donc, c'est la réaction contre ça. Il est bien moins conceptuel que le modernisme, et aussi il est souvent plus apprécié du grand public, et visuellement il va s'efforcer de réintroduire des ornements, des touches de fantaisie, ou de reconnecter le bâtiment à l'endroit où il est construit. De l'intérieur, les bâtiments postmodernistes ne sont pas spécialement différents de leurs prédécesseurs. Par contre, sur les façades, on trouve des clins d'œil à l'histoire, des modulations, des ornements qui doivent les rendre intéressants. Une critique qui est vite apparue contre ce mouvement, c'est d'être un peu tourné vers le passé, voire réactionnaire, parce qu'il joue avec des rappels de style historique, comme le style Beaux-Arts un siècle avant. Et on lui reproche aussi de manquer d'ambition, c'est-à-dire qu'il abandonnerait l'utopie, ou au moins le rôle transformateur de l'architecture, pour faire simplement des bâtiments jolis, que les gens aiment bien. Il y a une critique en partie élitiste du postmodernisme, parce qu'il serait commercial, entre guillemets. C'est vrai que ça va devenir un style de choix pour des centres commerciaux, aux États-Unis ou en Europe. Auquel cas on voit réapparaître des bâtiments qui ressemblent à du brutalisme, des grosses boîtes, des blocs, sur lesquels on aurait collé des décorations, des colonnes, des fausses fenêtres, quelques détails pour briser la monotonie.
Dans sa version la plus commerciale, la capitale du postmodernisme, on pourrait dire que c'est un peu Las Vegas, du moins le Las Vegas des années 90 et 2000. Un endroit où on cite des références, mais on est dans le pastiche ou l'exotisme. Ça n'a pas beaucoup d'authenticité ou de sens. En tout cas, dans les années 80 et 90, le postmodernisme, qui est très peu utopique et ne s'intéresse pas vraiment à l'ingénierie sociale, a le vent en poupe, juste au moment où la plus grande tentative dans l'histoire de créer une utopie socialiste réelle s'effondre avec le bloc de l'Est. Et peut-être il faut y voir une connexion. Mais c'est aussi un mouvement très divers et parfois qui garde une visée sociale, même si elle est moins ambitieuse. Alors pour illustrer ça et terminer, on va aller faire un tour dans la région parisienne, à Noisy-le-Grand, pour parler un peu d'un endroit, un complexe de logement qui s'appelle les Espaces d'Abraxas. Peut-être que le nom vous est inconnu, mais vous avez sans doute vu des images, et si c'était le cas, elles auront attiré votre attention. Ou alors vous l'avez vu dans des films comme Brasil ou Hunger Games. Les Espaces d'Abraxas, c'est un complexe de logement en grande partie social, avec 600 appartements dans 3 bâtiments. Il y a un énorme palais, appelé le Palacio, de 18 étages, couvert d'ornements, qui rappelle le style néoclassique ou la Grèce antique. Il y a aussi un bâtiment semi-circulaire qui est situé en face, qui évoque un théâtre antique, et entre les deux un autre plus petit, en forme d'arche. C'est une œuvre d'un architecte espagnol, catalan, Ricardo Bofill, qui a été très actif en France dans les années 80. Il a aussi dessiné le quartier Antigone à Montpellier et d'autres gros projets en Île-de-France. Et dans ces différents projets, mais c'est très marqué aux Espaces d'Abraxas, il a une architecture typiquement postmoderne, c'est-à-dire qu'il reprend des éléments d'allure historique, familiers, pour créer des bâtiments d'un nouveau type. Et d'ailleurs, Bofill revendiquait lui-même de faire le contraire de Le Corbusier. Au lieu de chercher le minimalisme et la fonction qui dictent une forme, il dessine des bâtiments volontairement décorés, volontairement complexes, plus complexes que strictement nécessaire. Et il espère que justement les habitants vont s'emparer de cette complexité, qu'ils vont sentir que l'endroit est unique, soigné, qu'ils peuvent s'y sentir chez eux, se l'approprier. Ça apparaît être une bonne idée, et parfois les habitants vont s'attacher aux immeubles de Bofill. Ils y trouvent leur compte. Dans le cas des Espaces d'Abraxas, ça a formé un ensemble qui a quelque chose de fascinant par son esthétique. Une sorte de palais à la fois néoclassique et futuriste. Mais en tant que projet de logement, ça va donner des résultats très mitigés. Sans doute pas vraiment à cause de l'architecture elle-même, mais plutôt à cause de sa gestion. Le programme était conçu pour mélanger les classes sociales, avec un certain pourcentage de population défavorisée, mais minoritaire. Et au final, les logements sociaux ont été essentiellement remplis de familles défavorisées, on les y a concentrés. La complexité interne du bâtiment, qui était volontaire, s'est un peu retournée contre le projet, parce qu'il forme un dédale dont les adolescents et les trafiquants se sont emparés. Et après quelques années, ce projet a souffert du même problème que rencontrent d'autres programmes sociaux de logement. Pour les remplir, quand ils sont nouveaux, on les attribue en priorité à des familles ayant de jeunes enfants. Les premières années se passent plutôt bien, mais les enfants grandissent, et 10 ans plus tard, la moitié des résidents sont des adolescents. Si la zone est défavorisée,
coupé des axes de transport et de l'activité économique, que le complexe de logement se replie sur lui-même, la situation peut devenir explosive avec des adolescents que leurs parents ne contrôlent plus. Ces dernières années, il semble que la situation se soit améliorée, donc c'est une histoire encore en cours d'évolution. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, comme on l'a vu tout au long de ce parcours sur les villes idéales et l'architecture ou l'urbanisme seuls peuvent beaucoup de choses, mais pas faire des miracles. Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'architecture et l'urbanisme au XXe siècle, et on y reviendra peut-être dans un autre épisode. Mais pour le moment, c'est la fin de cette histoire pour ce soir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode de la Bibliothèque des rêves. Si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez en choisir un autre et partir pour une autre aventure. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.